Madame, mademoiselle, monsieur, excellente semaine à toutes et à tous et bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Haïti ne compte aucun cas confirmé de coronavirus, mais les autorités assurent que des dispositions spéciales ont été adoptées afin de faire face à une éventuelle introduction du virus sur le territoire. Plus de 200 lits d'isolement sont déjà disponibles selon le gouvernement. Un cas de coronavirus a été confirmé en République dominicaine. Il s'agit d'un touriste italien âgé de 62 ans. Par ailleurs, un citoyen français est également en observation dans un hôpital dominicain. Le président de la République, Jovenel Moïse, annonce ce lundi dans un tweet qu'il a fait choix de Joseph Joute comme Premier ministre. Le chef de l'État assure que la nomination de M. Joute comme chef de gouvernement a été réalisée suite aux consultations avec les secteurs de la vie nationale. Le chef de l'État appelle à la mobilisation de tous les secteurs de la vie nationale pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Haïti ne compte aucun cas confirmé de Covid-19, mais les autorités assurent que des dispositions spéciales ont été adoptées pour se prémunir du virus déjà présent en République dominicaine. Le président Moïse informe que des dispositions spéciales permettront d'évaluer l'état de santé des touristes. L'Abadi, dans le Nord, accueille plus de 800 000 touristes par an. Haïti appliquera le protocole édicté par l'organisation de la CARICOM en charge des questions sanitaires. Selon ce protocole, tous les touristes doivent être contrôlés. M. Moïse rappelle que des équipes spéciales d'experts sont présentes à l'Abadi et dans les autres ports du pays. Par ailleurs, le gouvernement dispose de plus de 200 lits d'isolement afin de faire face à toute éventuelle introduction du virus dans le pays. L'annonce en a été faite ce lundi par la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément. Cependant, pour des raisons de sécurité, Mme Roy-Clément, qui intervenait dans le cadre d'une conférence conjointe tenue au Palais national ce lundi, n'a pas voulu donner de détails en ce qui concerne les noms des divers hôpitaux qui seront utilisés pour accueillir les éventuels malades. Je suis très concerné et nous-mêmes Haïti, nous pas exempts parce que faut nous dire, dans l'Abadi, nous recevons environ 800 000 touristes chaque année. Ça veut dire son secteur qui est très important pour le pays Caraïbes. Et c'est pour ça que gros conférence ça a fait, vidéoconférence ça a fait hier, pour nous dériver de prendre une décision sous un protocole d'entente pour tout le pays Caraïbes. Et on croit que ça, dans le cas en Haïti, ministère santé publique, qui est ministre Greta dans la tête, qui est temps, lui-même de mettre campé une task force qui a travaillé, d'après le rapport que nous avons, depuis plusieurs semaines, dans l'Abadi, qui est porte d'entrée, bateau de croisière, et dans plein d'informations que nous connaissons, les mêmes gars pour partager avec nous dans la presse là. Mais ça me dit nous, Jean-Paul ministre lui-même lui dit là, m'a profité de dire nous que c'est pas affaire gouvernement seulement, une épidémie qui n'a vécu ça. C'est affaire tout haïtien. C'est pour ça moi recommande hautement membres d'un gouvernement qui est concerné par gestion crise sanitaire ça. Moi demande pour notre task force là pour être capable ouvert. Ça veut dire pour nous il y a des gens dans la société civile là, des socio-professionnels, des membres du secteur privé qui nous voulaient parler
des groupes organisés qui sont dans le pays, pour nous être capables d'une task force qui permette que nous travaillons ensemble, ni les gens qui sont dans le public, ni les gens qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Parce qu'en fait, je nous connais, pour qu'on ait un cas que je détecte en Haïti déjà, mais ça peut arriver. Pendant qu'on parle même, nous devons tester une entrée pays, soit dans l'aéroport, ou bien entrer dans la zone frontière, ou bien dans le port. Et nous, à ce moment-là, Haïti a un pays qui est infecté même dans tout l'autre pays. Déjà, Haïti n'a pas appliqué le protocole qui existait déjà parce que nous faisons partie de CARFA et nous faisons partie aussi de OPS-OMS, donc nous sommes déjà à suivre le protocole qui déjà existait. Il y a des pays qui choisissent screener des gens qui viennent dans des zones particulières, il y a des pays qui choisissent screener tout le monde. Nous-mêmes, nous choisissons screener au niveau des aéroports, tout le monde qui a rentré. Dans la première semaine, nous avons screené des gens à partir de côté sorti, mais nous screenons tout le monde au niveau des aéroports. Donc, maintenant, à ce stade des débats, la phase pré-épidémique, ce qui est plus important, c'est sensibilisation de toute la population et formation de monde qui travaille. Par exemple, si nous prenons l'école, nous sommes capables de former les professeurs pour les professeurs capables de sensibiliser les gens. Par exemple, nous connaissons des bagages clés dans l'épidémie, c'est le lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former les professeurs pour le lavage des mains, pour que les gens connaissent, ils doivent laver les mains. Je voudrais souligner que actuellement, grippe ça pas frapper les gens vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie déjà qui immunodéprimés, mais ils peuvent joindre vraiment des cas dans les gens. Mais de toutes les façons, il faut que les gens sensibiliser pour connaître ça pour faire pour ne pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, nous avons gagné choléra. C'est des gens qui sont formés sous infection en général et qui sensibilisent les gens au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté d'influence. Au niveau des frontières, nous connaissons que il y a 5 points d'entrée officiels et plus de 200 l'autre qui n'est pas officieux. De toute façon, au niveau des points d'entrée officiels, actuellement, même ça que nous avons fait dans l'aéroport, nous faisons par exemple au niveau de Wanamet, nous faisons au niveau du poste d'immigration, même bagaille l'a fait Malpasse, et ainsi de suite, Belader, pour que ces 5 points au moins soient couverts. Maintenant, effectivement, il y a un problème pour l'autre monde, pour l'autre 200 points qui sont officieux, mais nous travaillons sur eux. Nous sommes justement en train de discuter avec les autres partenaires qui étaient là pour nous voir comment nous sommes capables de couvrir 200 et plus points qui ne sont pas officieux. Okay. Maintenant, la deuxième chose, nous gagnons pour raison de sécurité et pour patients avec pour l'hôpital, nous pas non l'hôpital qui côté n'a recevoir mais nous gagnons à peu près 200 lits qui sont disponibles. Nous sommes capables de dire entre le département de l'Ouest, le département du Centre et d'autres départements, nous gagnons 200 lits qui sont disponibles si tu as un cas aujourd'hui, mais pour raison de sécurité, pour l'hôpital n'est pas crasé, pour pas de problème côté n'a mettre patients, nous préférons pas citer non, mais au niveau de tous les départements, nous gagnons des lits qui sont disponibles pour nous capables d'isoler, pour nous capables de prendre en charge cas qui t'a venir au niveau de pays. Des espaces d'isolement en vue de placer en quarantaine des personnes qui seraient atteintes du coronavirus sont-ils déjà disponibles? Et où se trouvent-ils?
Lors d'une visite de métropole dans plusieurs hôpitaux publics de la capitale, des responsables n'ont pas voulu faire de déclaration. Si quelqu'un est touché par ce virus, dans quel centre hospitalier faut-il se rendre au plus vite ? La seule référence, c'est le ministère de la Santé publique, selon des employés qui se sont exprimés sous couvert de l'anonymat. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Au début du mois de février, le directeur général du ministère de la Santé publique, Laurey Adrien, avait annoncé que des dispositions seront prises en vue de placer en isolement des personnes qui seraient infectées par le coronavirus. Certes, le virus n'est pas en Haïti, mais ces mesures annoncées sont-elles déjà effectives ? Nous sommes en train de faire une visite dans les hôpitaux publics. Apparu en Chine en décembre 2019, puis répandu dans d'autres pays par le biais de ressortissants ou de touristes entre autres, le coronavirus ne fait qu'accroître sa puissance. Désormais, il est devenu une préoccupation mondiale. Chaque pays tente d'empêcher l'introduction de cette épidémie sur son territoire. Mais toujours est-il, le virus échappe à tous les contrôles et continue d'élargir son champ d'action. Si quelques jours plus tôt, les pays de la Caraïbe étaient encore saufs, ce n'est plus le cas. Saint-Domingue est touché et seule une frontière terrestre poreuse sépare Haïti de la République voisine alors que le virus peut se transmettre par simple contact. Tenant compte de cette réalité, que font les autorités haïtiennes ? En février dernier, le directeur général du MSPP, Laurey Adrien, avait fait savoir que des espaces d'isolement seraient aménagés pour recevoir des personnes atteintes du virus au cas où. Plus de 22 jours après, est-il passé de la parole aux actes ? Nous sommes à l'hôpital La Paix. Comme d'habitude, les patients sont nombreux. Dès notre arrivée, le petit personnel tente de joindre des responsables aux abonnés absents. Après avoir attendu pendant une vingtaine de minutes, finalement, un employé de l'institution nous explique que l'administration ne peut rien dire sans l'autorisation du MSPP. Toujours en quête d'une confirmation de la mise en place de zones de confinement, nous nous rendons à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, plus connu sous la dénomination d'hôpital général. Même scénario, avec la seule différence que les responsables cette fois-ci sont en réunion. Quelques heures après, un membre de l'administration nous indique qu'il faut s'adresser directement au MSPP où aucun interlocuteur n'est disponible. 3 tentatives ratées. Alors que coronavirus est à nos portes, jusqu'ici, personne ne veut communiquer en ce qui concerne les espaces d'isolement. M. Adrien avait également déclaré qu'un espace serait aménagé à l'aéroport Toussaint-Louverture. Est-il déjà prêt? Où se rendre en cas de maladie suspecte? Jusqu'à présent, autant de questions qui restent pendantes. Lors d'une intervention au Palais national ce lundi, la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, s'est gardée de répondre à cette question. Jusqu'ici, en ce qui concerne une éventuelle introduction du coronavirus dans le pays, il n'y a pas d'accès à l'information. Les responsables des hôpitaux publics ne veulent rien communiquer sans l'autorisation du ministère de la Santé publique et de la Population. Alors que le coronavirus est déjà en République voisine, la dernière conférence de presse des cadres du MSPP date du 4 février. Dans la foulée, des citoyens de la capitale affirment que si cette épidémie fait son entrée dans le pays, ce sera une catastrophe. Et d'un autre côté, l'État n'est pas encore en mesure de donner le ton. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les autorités dominicaines ont confirmé dimanche l'existence d'un cas de coronavirus sur le territoire de la République voisine. Il s'agit d'un Italien âgé de 62 ans. Par ailleurs, un citoyen français est également en observation dans un hôpital dominicain. D'ores et déjà, les autorités dominicaines ont pris des mesures pour faire connaître au plus grand nombre les recommandations afin d'éviter la transmission du coronavirus. Notre correspondant permanent en République voisine, Jean-Michel Carrois, rappelle que l'introduction de cette maladie intervient au moment où la République dominicaine est en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, dans le monde, on ne peut pas allumer un poste de radio ou de télévision sans entendre parler de celui qui, en quelques semaines, est devenu l'ennemi public numéro 1, à savoir le coronavirus.
Aujourd'hui, notre invité est M. Daniel Jean-Louis, chercheur, entrepreneur, spécialiste en économie, puisqu'il s'intéresse à l'impact économique des industries. Et nous allons nous concentrer sur justement cet aspect des choses, à savoir quel impact le coronavirus pourrait avoir dans l'éventualité où il traverserait la frontière, puisqu'on sait depuis ce week-end qu'il y a un cas déclaré en République dominicaine. Donc on va essayer de voir quel pourrait être l'impact de l'arrivée du coronavirus sur l'économie haïtienne. Bonjour Monsieur Daniel Jean-Louis et merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Métro News. Ça a été un plaisir et je suis content d'être là. Et j'espère qu'on va bien débattre. Oui, non, on va surtout informer de manière sérieuse et surtout sans essayer de créer la panique, car c'est ça le grand danger. Il faut informer tout en évitant de créer la panique. C'est ce que tout le monde essaye de faire dans le monde. Bon, on ne va pas reprendre les grands chiffres de cette épidémie, qui n'est pas encore une pandémie, mais... on y va à grands pas. Premier cas déclaré, premier mort déclaré aux États-Unis pendant le week-end. Premier cas déclaré en Amérique latine à Sao Paulo. Premier cas déclaré en Afrique, en qui pays Guinée, enfin, bon, peu importe. Chez notre voisin aussi. Et depuis ce week-end, chez notre voisin, un cas déclaré, mais pas encore de mort. Alors, ça, tout le monde le sait, tout le monde est au courant, et la plupart des télévisions étrangères, comme vous allez nous aider à le faire aujourd'hui, s'intéressent à l'impact que cette épidémie a sur l'économie des pays qui sont touchés. Et cet impact est énorme, déjà. Alors, pouvez-vous un petit peu brosser le tableau de cet impact sur l'économie? Bon, d'abord, c'est la question de ce qui se passe. On ne va pas faire la grande histoire sur ce qui se passe à l'économie mondiale, qui a perdu la semaine dernière plus de 6 000 milliards de dollars. Ouais. Toutes les bourses sont en chute. Étaient en chute, mais aujourd'hui, là, ça commence à reprendre. Oui, ça reprend aujourd'hui. Et donc, c'était clair que le coronavirus, à partir de ce moment, ne va pas plonger l'économie mondiale dans une récession. C'était la peur. Parce que pendant 10 ans, l'économie mondiale a cru de manière consistante. Tout le monde a pensé que, d'une manière ou d'une autre, l'économie mondiale était prête pour une récession qui n'était pas arrivée. Et tout d'un coup, le coronavirus a renversé les tendances de la bourse pour une perte de 6 000 milliards de dollars, le pire. 6 000 milliards. 6 000 milliards, c'était la plus grosse perte depuis la crise financière de 2008. Donc ça a fait peur. Mais évidemment, c'est surtout la bourse, et la bourse dans la question d'investissement et dans la question de lever fonds et des pertes de gains de capitaux, etc. Mais ce que le coronavirus, c'est une distorsion sur la chaîne de production mondiale. Et c'est ce qui va nous intéresser le plus, parce qu'aujourd'hui, en Haïti, on n'a pas une bourse. Mais malgré ça, on n'a pas une bourse qui va chuter ou qui va gagner, le coronavirus va impacter le prix des produits que le consommateur haïtien doit payer chaque jour. Parce que ce qui arrive, c'est que la Chine produit aujourd'hui près de 30% des produits qui sont consommés à travers le monde. Entre 28 et 30%. Et les États-Unis, qui vient après, produisent 10% de moins que la Chine. Donc, vous voyez l'impact. Et même les pays comme l'Allemagne, etc., la Chine vient en tête comme producteur mondial. Des géants, des firmes américaines géantes comme Walmart, etc. Même les gâteaux, des gâteaux qui sont faits en Chine, des fleurs et des industries métallurgiques, des parts de voitures et des pièces qui sont consommées et utilisées dans les téléphones portables, à 30% sont fabriqués en Chine. Et voilà, tout d'un coup, la plupart de ces factories fermées. Et ce qui arrive, c'est que le plus grand panique, c'était de ne pas pouvoir approvisionner à temps les manufacturiers, les producteurs qui sont connectés avec ces chaînes de valeur en Chine, notamment dans les pays aux États-Unis ou dans les pays européens.
Et ça allait poser une sorte d'écart entre la consommation habituelle et la disponibilité de ces pièces-là qui va causer une hausse de prix à ce niveau-là. Oui, parce que, bon, il est évident que le premier impact du coronavirus, c'est sur les voyageurs. C'est sur les voyageurs. Donc le tourisme en chute libre, des bateaux de croisière qui sont bloqués pendant des semaines, enfin tout le monde a vu ça. Et bon, difficulté de voyage. Combien de pays ont annulé? Il y a des milliers de vols qui sont annulés chaque jour. Bon, ça c'est le premier impact. Mais ensuite, c'est tout ce qui est commerce. C'est tout ce qui est commerce. Tous ces milliers de conteneurs qui proviennent pour une grande partie, 30%, vous venez de nous dire, qui viennent une grande partie de la Chine. Est-ce qu'on va les accepter à bras ouverts? Est-ce que ces produits-là aussi devront subir une quarantaine ou faire l'objet d'une attention particulière avec tous les appareils de détection possibles? Donc, de toute façon, l'impact sera énorme. Sera énorme. Je parlais tout à l'heure de l'industrie manufacturière. L'industrie manufacturière a rapport avec la production de biens. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut toucher, tout ce que l'on peut, qui est tangible, la production manufacturière qui se fait, on n'était pas encore allé dans les productions de services. Ça veut dire que les productions de biens ou l'ensemble des productions de relations à la clientèle qui sont faites à distance, par exemple. C'est ça. Et aussi, vous avez bien parlé de l'industrie du tourisme, les voyages, etc., tout un impact. Mais pour nous, ce qui arrive, c'est que il se trouve en Haïti que notre balance des paiements, ce qui est la différence entre la quantité des produits importés et la quantité des produits exportés, est complètement supérieure. On a une balance des paiements qui est supérieure à l'exportation. Ça veut dire que c'est plus de 3 ou 4 milliards de dollars de différence qu'on a dans l'importation. Ça veut dire que et cet écart qui existe entre la production et la consommation des biens et des services va se sentir ici immédiatement. Oui, parce que, bon, en effet, nous exportons infiniment moins que nous n'importons. Ne serait-ce qu'en matière de nourriture, je crois qu'on importe entre 85 et 90% de ce que nous consommons. Oui. Donc, ce qui va, en fait, affecter, comme je devrais dire, et cet ralentissement ou bien cet arrêt presque même de la production au niveau de la Chine. Et il y a des marchands, il y a un pile marchand ici qui a importé des conteneurs directement de la Chine, des faux cheveux jusqu'aux ongles, et des tissus, et tout est importé, cosmétique qui est importé de la Chine. Et maintenant, ces gens-là, tout d'un coup, ne vont pas pouvoir importer ces produits-là. Donc ça va se traduire par une baisse encore plus grande du pouvoir d'achat de la majorité des gens, et en particulier des gens qui sont déjà en situation de difficulté immense et intense. C'est ça. Donc, en d'autres termes, le premier impact sur l'économie, si bien comprendre soit abdinois, c'est une baisse du pouvoir d'achat de la population. Donc, encore une plus grande pauvreté. Une plus grande pauvreté. On baisse son pouvoir d'achat à deux niveaux. Parce que d'abord, on gagne une quantité de marchands qui ont transacté, qui ont fait un petit profit. Et profit, ça, nous connaissons chaque fois au monde, il y a un petit corbicite lié de 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8 personnes. Absolument. C'est-à-dire que ces gens ont déjà pas gagné une quantité de transactions qu'ils ne sont pas capables de faire. Et deuxièmement, on gagne une quantité de consommateurs lui-même qui pourraient le payer plus cher pour produire ça, qui est plus disponible avant. Parce que ce qui arrive, c'est que distorsion ça qui gagne au niveau de la production de chaîne de valeur en Chine, il pourrait faire une diminution de la disponibilité de ces biens sur le marché local. Et toute diminution, toute ratée correspond à l'augmentation de prix sur le marché. Et augmentation de prix, ça veut dire que si on achète plume ça pour $1, on vient payer pour $1.50, c'est 50 centimes de moins ce qui existait dans le poche pour acheter d'autres produits et de services. Est-ce qu'on peut dès à présent prévoir l'impact du coronavirus
sur le taux de la gourde. Est-ce que nous avons dit que bon, le dollar a été monté presque à 97 la semaine dernière, il vient faut descendre, il y a 96, 96,50. Est-ce que d'après vous, la prêté, est-ce que la Banque centrale a stabilisé, ou bien est-ce qu'elle a monté pour le river 100? Bon, bonne tendance au niveau mondial, en pile pression, même par exemple, le président Donald Trump qui a fait en pile pression pour Jay Powell, capable de descendre taux d'intérêt au niveau des crédits, etc., pour capable mettre plus liquide sur le marché. Okay? En Haïti, par exemple, taux marché de devises là lui-même, les fonctions de combien de devises ou acheter. C'est ça. Et un premier cas de scénario, si par exemple, produits que marchandises qu'on achète en Chine, ils sont capables de acheter ailleurs à plus de cob, plus cher, il y a une augmentation de demande pour dollar va l'augmenter. Mais si toutefois que L'on dit dollar va l'augmenter, ça veut dire que la gourde va augmenter par rapport au dollar. La montée à 97, 98, 89 ou bien? Oui, ça veut dire que gourde a perdu valeur. Gourde a perdu valeur. Gourde a perdu valeur en fait par rapport avec le dollar. Très bien. Et deuxième cas de scénario, c'est que côté monde, ça n'a pas arrivé joindre produit ça nulle part et qu'il n'a pas commandé. C'est-à-dire balance des paiements, les vient rapprocher plus par rapport avec les différences que le gagnant. Donc, pas gagnant, il y a une demande qui est faite pour dollar là, donc pas une pression qui est faite sur lui. Donc de ce fait, de là, il a stabilisé. Mais malheureusement, dans le cas ça, l'État semble un bon bagage. Oui. Mais pas nécessairement un bon bagage parce que il y a une quantité de besoins qui n'est pas satisfait. Voilà. Parce que c'est une stabilisation que je suis capable de brûler qui est synthétique. Qui les marquait substance. Oui. Voilà, c'est pas parce que l'économie a marché plus bien, c'est pas parce que nous produisons plus, nous exportons plus, c'est parce que il y a une quantité de biens qui n'est pas disponible, qui n'est pas disponible sur le marché. Très bien. Bon, eh bien. Bon, Jean Tabdil, avant que l'émission ne commence, il faut y parler. Oui. On est là. Pour une nouvelle de République dominicaine, pour qui Jean-Baptiste a évolué beaucoup côté par et tout. Parce que si vous regardez bien, jusqu'à présent, on a été protégé. Parce que l'après-midi, c'est semaine passée seulement. C'est la semaine dernière que le premier cas s'est présenté au Brésil, à Sao Paulo. Bon, l'Afrique tout, mais les États-Unis ont connu leur premier mort pendant le week-end. Bon, l'Europe même, on ne peut pas parler d'Italie. Quant à la Chine elle-même, l'Iran, on n'a pas fait dessus le chiffre iranien. Les Iraniens ont menti sur la réalité des choses. Oui, ils mentent beaucoup sur ça. Mais finalement, dans zone pas loin, dans hémisphère pas loin, jusqu'à présent, on était plutôt protégés. Parce que le sentiment de chacun, et surtout les professionnels de santé, c'est que si maladie ça arrivait aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, mais surtout chez nous, aux Antilles, ici en Haïti, ça va être très grave. Non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que tout système de santé est défaillant. Dans le testing et aussi dans l'exécution des soins de santé et dans les suivis. Et même aussi dans les infrastructures de santé. Moi, je dis ça et moi, je dis ça encore. Il est hors de question que le ministère mélange les éventuelles victimes du coronavirus aux malades habituels. Il faut que le ministère dégage un côté d'un budget à Mbakoné et demander au OMS ou bien, je ne sais pas, cherchons façon quand même pour mettre en zone de quarantaine pour capable héberger maladie de victimes coronavirus. Il y a une tendance qu'il y a cherché l'hôpital, il y a un hôpital dans chaque département pour faire une unité de coronavirus dans le coin lab. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est augmenter le risque. C'est trop de risques. Parce que la maladie se transmet de personne à personne. Ou bien un malade, par exemple, qui a toute précaution qui prend une infirmière qui soigne, on a toussé sous
sous gants ou bien sous trousse là, et puis même Mounza, là, non, leur unité, et puis le contaminer. Donc c'est trop de risques que de le faire. C'est une maladie certainement contagieuse, mais enfin bon, aussi, il faut écouter les professionnels de santé. Moi, ici, j'ai eu l'occasion de recevoir des professionnels de santé. Bon, mon série dit nous qui sont plutôt rassurantes. La première, c'est que déjà, un certain nombre de l'hôpital en Haïti qui déjà préparé des zones de quarantaine. L'aéroport international est équipé pour tester les gens, au moins pour prendre la température, parce que si sous baguette la fièvre, en principe, ou baguette un lit. Et aussi, on aurait reçu de la communauté internationale tous les équipements pour faire les tests, pour faire les diagnostics. Et m'attendais sur radio, je dis à tout, l'OEA a décidé de mettre ensemble toutes les forces des pays membres de l'OEA pour faire au front commun de lutte contre le coronavirus. Côté, ils ont décidé de parler des gens qui sont moins bien préparés, tant que nous. Donc ça veut dire que, bon, essayons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça veut dire tout que j'ai l'impression que d'ici, dans zone panois, des gens ont vraiment pris conscience du risque et que s'il arrivait à rentrer, pas grave. Donc, il y a des mesures préventives, semble-t-il, qui sont en train de se prendre. Dans tous les cas, ils sont conscients de réalité, de danger gain et apparemment, il y a ces effets, ça vous le faire. Bon, moi-même, on travaille avec des chiffres précis dans l'économie, dans la recherche, et pour étudier le risque, ce sont des risques, ce sont des facteurs précis pour étudier le risque. Je ne pas senti ni dans le comportement mondial, ni dans le plan que a présenté, que on prend en compte toutes les variables, des variables que compte ce. Parce que j'aurais dû me rendre en Italie la semaine dernière, j'ai annulé mon voyage. Pas de gagner à Rome, mais à Lombardie, où le virus a éclaté, on a fermé toutes les écoles, toutes les églises, toutes les activités. C'est forme de comportement ça qui montre aux populations que pour les rassurer, c'est pas au coin on a par exemple à l'aéroport. Ce petit appareil, c'est bien, c'est un premier pas. Mais la période d'incubation, dès qu'on doit prendre pour un virus là, ou bien 11 jours, ou pas sentir aucune fièvre, ou passer très bien dans l'aéroport, ou à la caillou, et tomber malade 2-3 jours. Et bien, mais 2-3 jours, dans quelle ambulance on va transporter ces gens-là? Parce que la question de santé, c'est une chaîne. Ça va dans le transport des malades jusqu'à le soin, la réception des malades, l'isolement, et les équipements, les soins et les suivis. Donc, je n'ai pas senti que... Je suis beaucoup rassuré, en tout cas. Beaucoup rassuré. Il faut des centres d'isolement. Tout le temps que je suis beaucoup des centres d'isolement avec des personnels de santé qui est entièrement dédié avec ça, et pour commander tout équipement qui est nécessaire, protection pour le faire. Je suis beaucoup rassuré. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, vous commencez à comprendre, mais vous devez aller plus loin, plus rapide. Parce que nous avons regardé là, non seulement ça a un aspect question de santé grave qui est capable et un déferlement rapide, mais aussi il est capable de tuer une économie qui est déjà mourante. Pas oublier parce que l'économie nous a déjà un taux de croissance négative l'année dernière, et il y a le kidnapping qui continue à naguer les investisseurs et à poser plus de risques pour l'économie. Il y a d'autres facteurs comme les violences, le facteur des violences et aussi le facteur des corruptions qui continuent à naguer les investissements pour empêcher la création d'emplois à se faire dans ce pays. Mais à quel niveau? Moi, je veux croire les dirigeants. Je veux les croire. Je suis un investisseur, je paie des taxes, je veux les croire, mais il faut qu'ils me convainquent. Il faut je dois voir... qu'ils envoient des signaux clairs. Des plans clairs, définis. Qu'est-ce qui va se faire, comment, combien ça va coûter et quand ça va se faire.
Bon, et je crois, monsieur Daniel Jean-Louis, qu'on a fait le tour de la question. Pas rien qu'à dire encore. On continue, d'Abdoul, on continue à prier. Pour ceux qui prient, on continue à prier pour le virus la variant des frontières. Et surtout, souhaiter que les autorités prennent conscience et que commencent à macro certain nombre de... Parce que j'en ai dit là, combien d'événements sportifs ont été annulés, c'est ça. Salon, les écoles, les restaurants, tout fermé, la ville désertique complètement. Le salon de l'automobile de Genève annulé. Le marathon de Bagondieu annulé. C'est l'ampleur que ce virus, c'est l'ampleur que ça représente sur la santé mondiale. Interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes, même dans des lieux ouverts. Donc, longtemps les bails ça bon, évidemment, il faut peur, mais dans le même temps, on dit, bon, OK. Est-ce que nous faisons assez? Au moins, mon sayo, il prend le dossier au sérieux. Bon, sous beau pas nous, comme on a dit, il n'y a pas encore de cas déclarés, donc il n'y a pas de raison de paniquer. Mais d'accord, nous avons que un peu plus, plus tangible, plus pratique. D'accord. Eh bien, monsieur Jean-Louis, merci d'être encore une fois venu jusqu'à nous pour essayer de nous éclairer sur l'impact que l'arrivée du coronavirus en Haïti pourrait avoir sur l'économie du pays. Et là, évidemment, ce serait grave pour une économie déjà moribonde. Le président de la République, Jovenel Moïse, annonce ce lundi dans un tweet qu'il a fait choix de Joseph Joute comme Premier ministre. Le chef de l'État a attendu 7 semaines pour s'engager résolument dans la seconde phase de son mandat. Le délai n'a pas permis aux leaders de l'opposition et à la présidence de paraffer un accord en vue de la formation d'un gouvernement de consensus. Le chef de l'État assure que la nomination de M. Joseph Joute intervient suite aux consultations avec les secteurs de la vie nationale. Récemment, le président Moïse avait prévenu qu'il n'entendait pas laisser libre cours à d'interminables négociations prônées par ceux qui veulent torpiller son administration. M. Joute est considéré depuis 2 ans déjà comme un proche du chef de l'État. En plus du ministère de l'Environnement, il avait hérité de l'important ministère de l'Économie et des Finances durant la crise politique. Il avait alors coupé les subventions à l'EDH et annoncé des dispositions urgentes pour favoriser une hausse des recettes fiscales après la fin de la crise du pays LOC. M. Joute aura les coups des franches pour appliquer sa politique dans un nouvel environnement politique. Sans Parlement, le gouvernement pourra voter son budget et l'appliquer en tenant compte des besoins identifiés par l'exécutif. Le président Moïse débute ainsi sa période de gouvernance par décret. Notons que M. Joseph Joute, ingénieur civil de formation, a été directeur d'analyse et d'évaluation au Bureau de la monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD, en 2017. Membre du cabinet, il a été aussi conseiller spécial du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan sur les projets spéciaux, les travaux publics et la passation de marchés publics de 2017 à 2018. Il est aussi administrateur et comptable. Il a travaillé entre 1989 et 2006 comme consultant, agent de liaison, spécialiste en suivi et évaluation pour des institutions internationales telles que les Nations Unies et CARE International. L'originaire de Thomonde, dans le centre, avant sa nomination comme Premier ministre, occupait 2 portefeuilles ministériels, à savoir ceux des Finances et de l'Environnement. Le week-end a été particulièrement meurtrier à la capitale et en province. Une vingtaine de morts par balle ont été recensés. Une fusillade a fait 4 morts et 4 blessés au niveau du centre-ville samedi, alors que 4 personnes ont été abattues à Pétionville. Dans le reste du pays, des affrontements entre gangs ont fait 6 morts dans la zone de Savien, dans l'Artibonite.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et n'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.